Notre invité Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Éric Zemmour, le suicide français chez Albin Michel, voilà un livre qui cartonne. Donc on va pas trop parler du livre, parce que tout le monde vous fait la promo de ce livre. Non, Éric personne. Zemmour. Non, quoi? Comment personne? Non, je veux dire, on ne fait pas la promo. Oui, on fait la promo. On m'interroge sur le livre, et en général, on m'interroge pas vraiment sur le livre. Ah bon? Oui. Mais même vous avez dit que vous aviez hésité de m'interroger, de m'inviter. Non, vous savez, ici, c'est moi qui décide. Ah ben justement, vous avez dit que vous avez hésité, je me demandais pourquoi. Vous voulez que je vous raconte tout et qu'on raconte tout aux téléspectateurs? Allez-y. C'est vrai que je voulais vous inviter mardi dernier, et puis on s'est croisés dans la semaine. Absolument. Hein, dans une émission de télévision. Avant, c'est à vous. Et vous m'avez reproché de ne pas vous avoir invité. Alors vous m'avez dit, vous avez invité Edwy Plenel et vous ne m'invitez pas. Je vous ai dit, vous m'avez dit, oui c'est intéressant, vous m'avez dit, je ne défends pas d'idées contrairement à vous. Et je vous ai répondu non. En choisissant vos invités, vous défendez des idées. C'était ce que je choisis mes invités quand je veux. J'espère bien. Éric Zemmour. Ah bah vous voyez, je suis ravi. Donc vous voyez bien. Mais rien à voir avec Edwy Plenel. Ah bah je suis d'accord. Ça je suis d'accord avec vous. Vous êtes bien d'accord? On est bien d'accord. Vous n'avez rien à voir avec Edwy Plenel. Non, rien à voir avec lui, et mon livre n'a rien à voir avec lui. Vous ne l'aimez pas? Vous savez, je déteste personne. Je suis en désaccord, c'est pas pareil. Vous détestez personne? Pourquoi êtes-vous là, d'ailleurs? Selon vous, pourquoi est-ce que je vous ai invité? Voilà une bonne question. Oui. Parce que mon livre vous a plu, 1, 2, parce que mon livre a du succès, 3, parce que... Vous croyez qu'on a besoin... J'ai besoin de vous pour avoir du succès ici? Ah non. Bon, alors... Non, vous voulez comprendre pourquoi il a du succès. Je voudrais savoir qui vous êtes, Éric Zemmour. Moi, je voudrais savoir, oui, et je voudrais que vous me parliez de vos idées, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est vos idées. Oui, parce que qui je suis, ça n'a pas grande importance. Mais si, qui vous êtes, si, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, vous êtes un agitateur d'idées. Oui, si vous voulez. Vous êtes historien? Non, pas historien professionnel, j'aime l'histoire, c'est pas pareil. Vous aimez l'histoire, vous êtes journaliste? Oui, en tout cas... engagé? Engagé, absolument. Militant? Non. Militant, ça veut dire encarté dans un parti. Non. Ou sympathisant? Non. Non, je suis un homme libre comme vous, moi. Un homme libre avec toujours les mêmes idées, quand même. Mais la liberté, ce n'est pas ne pas avoir d'idées. C'est au contraire le contraire. Au contraire, ne pas avoir d'idées, c'est être aliéné. Et donc, ce n'est pas être libre. Avoir des idées, c'est être libre. Parce que justement, c'est avoir réfléchi et avoir assumé ses propres pensées. Oui. Libre d'avoir certaines idées. Non. Libre et de ne pas défendre d'autres idées. Non, Jean-Jacques Bourdin. Libre et de ne critiquer que certaines idées. Libre parce qu'on défend certaines idées. Pour moi, la liberté, ce n'est pas le vide, ce n'est pas la vacuité des idées. Au contraire, la liberté, c'est justement l'engagement derrière des idées qu'on s'est forgées. C'est ça la liberté. Mais qu'est-ce que vous critiquez aujourd'hui? Parce que c'est vrai que j'ai lu votre livre, Éric Zemmour. Vous critiquez cette France. Vous n'aimez pas cette France des élites, cette France. Il y a une France que vous n'aimez pas. Ah ben, ce qui est devenu la France, non, ça je ne l'aime pas. Mais vous savez, si j'ai bien compris, on est nombreux à ne pas aimer cette France. C'est même pas qu'on ne l'aime pas, on ne la reconnaît pas. Parce que ce n'est plus la France. C'est-à-dire que la France, pour moi, vous savez, ça a 1500 ans d'histoire, ça a une culture millénaire, ça a une langue magnifique, ça a une histoire glorieuse. C'est ça la France. La France, ce n'est pas un no man's land où on s'installe et la France a gardé son histoire glorieuse. Son histoire, oui, mais plus personne ne la connaît et plus personne ne la défend et plus personne ne veut la poursuivre. C'est ça la France que je n'aime pas. C'est cette rupture inouïe avec la France du passé. Oui. Vous dites que la France, d'ailleurs, n'est plus un prédateur, mais une proie. Ah, ça, c'est autre chose. Ce que vous dites, hein. Ça, c'est autre chose. Oui, mais c'est une proie. Oui, non, mais vous avez raison. Et vous ajoutez, à la fin du livre... Ça, c'est depuis 1815. Oui. La France se meurt, la France est morte... Là, je ne partage pas votre opinion, mais nos élites politiques, économiques, administratives, médiatiques, intellectuelles, artistiques crachent sur sa tombe et piétinent son cadavre fumant. Oui, dites-moi. Oui, je pense que depuis 40 ans, et je crois que je le démontre, il y a une alliance de toutes nos élites pour détruire, consciemment ou inconsciemment, tout ce qui a fait la France. Il y en a qui sont très conscients, qui le font volontairement, par haine de la France, par volonté de déconstruction. Vous savez, c'est ce que j'appelle les 3D, déconstruction, dérision, destruction. Ça, c'est toute soit la ligne d'extrême gauche qui est la France depuis la guerre 14 et même avant, soit la ligne libérale
qui trouve que nous ne sommes pas des anglo-saxons et donc nous sommes coupables de ne pas être des anglo-saxons. Nous sommes pris entre les deux. Et entre les deux... Pardon, et la ligne très nationaliste, très souverainiste qui est la vôtre, elle détruit la France? Au contraire, elle exalte la France. Le général de Gaulle n'a pas détruit la France. Voilà la ligne, la bonne ligne à suivre. Le général de Gaulle n'a pas détruit la France. Ou alors vous pensez que le général de Gaulle a détruit la France? Moi je veux bien. Moi je veux bien, mais moi je ne crois pas que le général de Gaulle ait détruit la France. Je ne crois pas que même que Georges Pompidou ait détruit la France. Rien, moi je ne crois rien. Mais voilà, j'essaie d'être critique en tout. Voilà, moi je vous dis, voilà, je pense pas que le général de Gaulle ait détruit la France. Mais je vous l'ai dit, mais j'assume. Très bien. Voilà. Bon, très bien, mais j'aime bien. Mais moi, je voudrais que vous assumiez totalement. Et je fais pas ça sur 540 pages. Mais alors assumez totalement. Et je n'assume pas peut-être dans mon livre. Vous m'avez lu. Sympathisant, oui, je vous ai lu. Bien sûr que vous assumez. Vous êtes un sympathisant. Sympathisant d'une idée. Non, je ne suis pas sympathisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis vous défendez un positionnement, vous défendez des idées. Ah oui. Bah oui. J'ai des idées qu'on dira. Donc, si vous voulez les classer dans l'histoire des idées politiques, si vous voulez absolument faire ça, je suis de la ligne gaulo-bonapartiste. Vous êtes gaulo-bonapartiste. Oui, c'est-à-dire la grandeur de la France, la force de l'État. Et la tradition, le respect de la tradition culturelle de la France. Voilà, c'est simple. J'ai vu votre intervention chez Ruquier où Léa Salamé vous demandait pour qui vous aviez voté en 2012. Vous n'avez pas répondu. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas à répondre. Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez voté? Moi je l'ai dit, j'ai dit publiquement. Mais très bien, mais moi je n'ai pas envie de répondre. Et pourquoi? Parce que le vote est secret. Bon. Uniquement pour ça? Uniquement pour ça. Non pas parce que vous n'assumez pas votre vote. Mais écoutez, Jean-Jacques Bourdin. Non mais je vous dis ça comme ça. Mais vous êtes gentil, mais je crois que j'assume vraiment beaucoup de choses dans mon livre. Vous l'assumez. Donc vous assumez votre vote dans votre livre. Bah, évidemment, enfin franchement. Donc c'est clair. On sait pour qui vous avez voté. Personne ne sait pour qui j'ai voté, heureusement. Si vous assumez votre vote dans votre livre, on sait pour qui vous avez voté. Il y a une cohérence. Pardonnez-moi, il y a une cohérence entre mon livre et ce que je vote. Ou alors je suis incohérent. Je pourrais être incohérent, on est bien d'accord, mais pourquoi ne pas assumer? Mais parce que je n'ai pas à dire. C'est pas gênant. Non, Jean-Jacques Bourdin. Il n'y a aucune gêne. Je vous dis, je n'ai pas à dire pour qui j'ai voté. Point final. Bon, c'est votre choix de ne pas le dire. Absolument. C'est votre choix de ne pas le dire. Alors, déclin, j'ai vu beaucoup de choses dans ce livre. Je vais revenir sur vos propos autour du régime de Vichy et de ce que j'écris. Juifs, quand même de ce que vous avez écrit, oui, et de ce que vous avez dit aussi. Parce que c'est intéressant de voir ce que vous avez dit. Ça correspond à ce que j'ai écrit. Mais on va, avec un clin d'œil, parler du déclin de la masculinité en France. Il y a vraiment un déclin de la masculinité? Il y a une féminisation de la société. Oui. C'est-à-dire que les valeurs traditionnellement féminines sont dominantes. C'est-à-dire la recherche du consensus, l'exaltation de la paix sur la guerre, l'exaltation de la paix sur la guerre. Oui, c'est l'espèce de pacifisme qui a emprunt les sociétés occidentales et en particulier françaises depuis 40 ans. La volonté toujours de concilier, le rejet de l'autorité, la détestation du père à l'ancienne, tout ça, c'est des valeurs de féminines, traditionnellement féminines. Il y a des femmes qui ont des comportements très masculins. Oui, vous voyez, mais c'est des valeurs traditionnellement qu'on affuble traditionnellement aux femmes et à la féminité en général. Donc il y a effectivement une domination de ces valeurs dans la société depuis une trentaine ou une quarantaine d'années que je constate. Il y a même une désespérance, c'est ce que vous avez dit, une désespérance sexuelle des jeunes hommes blancs qui ne peuvent rivaliser avec... C'est dans un autre contexte. Oui, mais moi je suis sorti aussi du livre comme ça. Mais je picore ce que vous avez dit. Mais bien sûr, je n'invente rien. Mais mon rôle, c'est de remettre dans le contexte de ce que j'écris. Vous avez dit, vous avez écrit, il y a une désespérance sexuelle de jeunes hommes blancs qui ne peuvent rivaliser avec la virilité de leurs concurrents noirs ou arabes. Ce que j'explique. Vous avez vérifié ou quoi? Ce que j'explique, c'est qu'il y a une symbolique qui castre les jeunes hommes depuis une trentaine d'années. Les jeunes hommes sont élevés souvent par des mères célibataires, en tout cas où la mère domine. On a une société où le père a été éliminé dans la réalité par le divorce de masse ou dans la symbolique. Lisez Aldo Naori, il explique ça très bien, beaucoup mieux que moi, et où on a donc des jeunes gens qui n'ont plus de modèle paternel dans les familles traditionnelles françaises. Les seuls qui aient conservé des modèles patriarcaux et de pères forts, ce sont les familles arabo-musulmanes. Les Noirs ou les Arabes. Exactement. Et donc... J'ai eu peur, parce que j'ai eu peur que vous fassiez allusion à d'autres
D'autres quoi? Je ne sais pas, d'autres différences. Il y a d'autres différences, oui, mais on peut en parler après. Vous savez, moi, je n'ai peur de rien. Votre tête. Mais il n'y a aucun problème. Il y a d'autres différences, mais on peut en parler. Bon. Donc là, en l'occurrence, c'est une différence majeure. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'à la télévision, la virilité ostentatoire, même parfois un peu ridicule, des chanteurs de rap noirs, etc., elle n'est autorisée qu'à eux. Entouré de dizaines de nanas, plus ou moins accortes, etc. Donc je dis qu'il y a d'une part des jeunes gens qui sont symboliquement castrés par l'évolution de la société et par l'éducation qu'ils ont reçue dans leur famille, et il y a des autres à qui on autorise une virilité ostentatoire. Alors, je vous conduis sur ce terrain-là parce que, je vous en prie. Pour élargir, finalement, c'est notre société qui est castrée. Tout à fait. On peut le dire comme ça. Et qui laisse la place à d'autres. Ça c'est autre chose. Oui, absolument. Il y a une symbolique effectivement de la castration, absolument, c'est ce que je veux dire. Pour ça m'intéresse. Tout à fait, et qui laisse la place à d'autres. Vous savez, il y a, c'est compliqué. D'autres sont les Noirs et les Arabes, que les choses soient claires. Mais écoutez. Oui. Ne tournons pas autour du pot. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? Il y a une immigration constante de populations venues du sud de la Méditerranée, donc soit le monde maghrébin, arabo-maghrébin, soit le monde africain, qui est petit à petit arrivé en France avec ce que moi considère comme une grande catastrophe, une grande erreur de Giscard d'Estaing et de Chirac, qui est le regroupement familial en 75. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Et dans l'immigration de peuplement, c'est-à-dire les femmes et les enfants, il y a peuple. Et donc il y a petit à petit un nouveau peuple qui s'est imposé, qui s'est installé sur la terre de France. Le problème, c'est que soit ce peuple s'agrège au peuple français, soit il ne s'agrège pas au peuple français. S'il s'agrège au peuple français, c'est-à-dire que, vous savez, Malika Sorel, je ne sais pas si vous connaissez cette femme qui est tout à fait remarquable, qui est elle-même une immigrée, qui a fait partie du Haut Conseil à l'intégration. Elle a écrit un livre tout à fait remarquable sur l'intégration et l'immigration, je crois que c'est aux éditions 1001, mais vous retrouverez ça. Elle explique très bien qu'est-ce que c'est que l'intégration. Ce n'est pas l'insertion, vous comprenez, ce n'est pas l'insertion comme dans une société privée. C'est changer d'arbre généalogique. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, un individu qui vient d'un autre peuple, d'une autre culture, se dit « moi je veux m'agréger au peuple français ». C'est-à-dire que je veux que mes ancêtres, symboliquement évidemment, soient les Gaulois. Je veux m'approprier l'histoire de France. Je ne suis plus de l'histoire de mon peuple d'où je viens. C'est ça l'intégration, et donc ça passe par l'assimilation. Le problème aujourd'hui, on a un double problème, triple même, c'est que on intègre, on assimile des individus et non pas des peuples. 2, on a des élites, c'est pour ça que j'attaque les élites, qu'elles soient politiques, culturelles, médiatiques, journalistiques, etc., qui ont craché sur l'assimilation en l'assimilant, c'est le cas de le dire, à un corset colonialiste. Et troisièmement, on a tout simplement l'islam qui est une culture, qui est plus qu'une religion, qui est un code civil, qui est une histoire, qui est elle-même qui nous a servi. Qui nous a servi, c'est-à-dire? Je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes asservis justement par ces cultures venues d'ailleurs ou ces religions venues d'ailleurs? Nous sommes asservis, non. Nous risquons l'asservissement? Il y a aujourd'hui, si vous voulez, dans des endroits en France, dans des banlieues en particulier en France, il y a des banlieues où on n'est plus vraiment en France. C'est-à-dire qu'il y a des banlieues qui sont, et je vous renvoie au livre remarquable de Gilles Kepel, qui explique très bien comment les islamistes salafistes, vous l'avez reçu, ont islamisé, ont halalisé, du halal, certains quartiers et certaines banlieues. Donc là, à partir de là, dans ces quartiers-là, ce n'est plus la France, ce sont ce que j'appelle des républiques islamiques. C'est ce qu'on va aller, on va aller de plus en plus vers ça. Alors quelle solution? La solution? Quelle est la solution? Quelles sont les solutions? D'abord, je ne suis pas là parce que, oui, je comprends, vous n'êtes pas là pour apporter des solutions. On est bien d'accord, si on se met d'accord sur le diagnostic, les solutions seront évidentes. Non mais, vous comprenez? Alors si vous êtes d'accord avec votre diagnostic, j'espère bien, oui, en général je suis... Alors quelles sont vos solutions? Non mais, moi, je vous répète, vous m'accordez que je ne suis pas là pour donner des solutions, c'est pas mon rôle. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si vous voulez absolument me faire... Mais je vais pas... Allez-y. Si on est logique avec mon livre, sur ce sujet, vous voulez dire, parce que ce n'est pas le seul sujet. Merci, il y en a d'autres. Ce sujet, c'est assez simple. Il faut arrêter cette islamisation de quartier, et ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. Comment? C'est très simple. 1, suppression du regroupement familial. 2, suppression aussi de l'acquisition de nationalité par mariage. Vous savez qu'aujourd'hui, un tiers des mariages,
sont avec des étrangers qui deviennent français. C'est-à-dire 90 000 sur 270 000, je crois, si mes chiffres sont exacts. Attention aux chiffres. Oui, il faut faire attention aux chiffres. Non, parce que vous avez raison. Trompé, mais oui, non, mais moi je suis pas un homme de chiffres, je suis un homme de lettres. Ça peut arriver à tout le monde, exactement. Vous avez vu même des candidats à la présidentielle, je me souviens chez vous, se tromper. Oui, ça. Donc, troisièmement, il faut rétablir nos frontières. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les étrangers, les immigrés clandestins qui arrivent par Lampedusa, ils ne restent pas en Italie. Les Italiens leur payent même un ticket de train pour venir en France ou en Allemagne. Donc ça, il faut arrêter ça. Il faut simplement les renvoyer immédiatement comme fait l'Australie. C'est très simple, l'Australie le fait. C'est-à-dire que vous les prenez, la marine, on a une marine de guerre qui est une des plus puissantes du monde. Vous les prenez, vous les mettez sur les bateaux, vous les renvoyez d'où ils viennent. C'est ce que fait l'Australie avec l'Indonésie. Il y a des choses simples à faire. Il y a encore la suppression des allocations familiales, par exemple, pour les étrangers. Tout ça. Les étrangers en situation irrégulière, on est bien d'accord. Même en situation régulière. Pour moi. Même l'étranger qui travaille et qui cotise. Absolument. Parce que l'allocation familiale, ce n'est pas de l'assurance. C'est de la solidarité nationale. Pour rien du tout. Non, là, il cotise pas. Vous comprenez? Non, celui qui travaille en situation régulière quand il cotise pour l'assurance sociale et tout, il a le droit à l'assurance sociale. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Les allocations familiales et l'assurance sociale. L'assurance et la solidarité, c'est pas pareil. On est bien d'accord. Voilà. Mais tout ça, attendez, faut être honnête. Tout ça aujourd'hui, je pense. Je ne peux pas faire des sondages, mais à ce que je vois dans les sondages, qu'il y a 70% des Français au moins qui sont d'accord avec ce que je viens de dire. Disons. Même si Marine Le Pen a un bel avenir. Hein. Mais il n'y a pas que Marine Le Pen, vous savez. Non, elle a un bel avenir. Mais je pense. Hein, c'est normal, on lui a laissé tout ça. Vous savez, c'était le programme. Vous avez vu. Vous pensez qu'elle a un bel avenir, avec Zemmour, Marine Le Pen. Jean-Jacques, vous avez vu l'émission avec Juppé la semaine dernière. Vous avez vu que Pujadas a eu l'intelligence de ressortir le programme du RPR en 1990. C'est tout ce que je viens de dire. Avec écrit, l'islam n'est pas compatible avec la République. RPR. Est-ce que l'islam est compatible avec la République, selon vous? L'islam salafiste tel qu'il est en train de dominer dans les banlieues n'est pas compatible avec la République. Tout simplement parce que la République, c'est la loi du peuple et que l'islam salafiste, c'est la loi de Dieu. Et que la loi de Dieu s'impose à tous. Donc, si vous voulez, à partir de là, ce n'est pas compatible. Bien. Je voudrais terminer quand même sur cette polémique autour des Juifs et de Pétain, hein, parce qu'on vous a beaucoup interrogé là-dessus. Vous regrettez ce que vous avez écrit? Pas du tout. Ou pas? Non, pas absolument pas. Absolument pas. Et tout ce que je lis, vous savez, Pétain a sauvé beaucoup de... Non, mais je me... Moi, je veux dire, il ne me démente pas, mais en fait, en disant que j'ai tort, il ne me démente pas. Est-ce que le régime de Vichy a sauvé beaucoup de Juifs français? Alors, oui ou non? Oui, allez-y. Vous êtes là pour répondre. C'est très simple, Jean-Jacques Bourdin. Il y a un problème qui est posé à tous les historiens depuis Paxton qui disent que Vichy a été un régime immonde, ce que je ne Vous êtes négationniste? Non, mais attendez, laissez-moi finir. Ce que je ne condamne pas. Je critique moi aussi les lois antisémites de Vichy, c'est-à-dire le statut des Juifs. Ça, je le critique aussi. Oui. Octobre 1940 et 40. Voilà. Donc je le critique et je le condamne. Je ne suis pas en train de faire de Vichy un modèle. Je ne suis pas en train de réhabiliter Vichy comme on me dit, c'est ridicule. Mais vous allez comprendre ma logique. Là, il y a un problème, c'est que la France est un des pays avec l'Italie où il y a eu le moins de Juifs exterminés. En Italie, il y a une explication. Hein. Oui, en Italie, c'est Mussolini. Absolument. Bien qu'il ait fait des lois antisémites aussi. Vous voyez, c'est compliqué la vie. Pas tout à fait. Le comportement de Mussolini et le comportement de Pétain... Pas vraiment. Vous allez voir. Vous allez voir. Oui. Donc, en France, il n'y a, si j'ose dire, parce que c'est horrible de dire ça, chaque homme tué est une horreur. Bon. Mais il n'y a que 25% des Juifs qui ont été exterminés. Sur 330 000 Juifs présents en France, il y a eu 75 000 envoyés en camp et exterminés. Donc, les historiens depuis Paxton ont un problème et Serge Klarsfeld a résolu ce problème en disant c'est les Français qui ont été formidables, ils ont sauvé les Juifs restants. Sauf que, c'est gênant parce que, je vous donne un exemple, en Hollande, il y a 2 fois plus de justes, vous savez, les gens qui ont sauvé les Juifs, qu'en France. Et pourtant, en Hollande, 100% des Juifs ont été exterminés. Moi, je pense, comme un autre historien qui s'appelle Alain Michel, qui vient de sortir un livre récemment. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce n'est pas possible que ce soit uniquement les Français. En vérité, c'est le pacte avec le diable de Pétain qui a sauvé les Juifs français. C'est-à-dire que il a donné les Juifs étrangers et il a dit on ne touche pas aux Juifs français. Mais au Veldiv, il a laissé 4 000 enfants. Oui, 4 000 enfants déportés. Vous savez pourquoi?
Vous savez pourquoi? Allez-y, pourquoi? D'abord parce que c'était des juifs, les enfants de juifs étrangers. Et oui, deuxièmement, ils étaient français. Oui, non, ils étaient français par le droit du sol. Ben oui. Sauf qu'ils étaient, sauf qu'ils étaient avec leurs parents. Et que, pourquoi justement? C'est encore une fois, tout ça est indicible. Il faut se remettre dans le contexte de l'histoire. Il y avait les troupes allemandes en France, qui avaient partagé la France. Donc on ne faisait pas ce qu'on voulait. C'était pas bon. Hein. Et deuxièmement, les Allemands justement, quand le régime de Vichy leur a refusé les Juifs français, ils ont dit dans ce cas-là, on veut faire du nombre. Vous dédouanez le régime de Vichy? Non, mais simplement, je vous pose la question. Moi, je ne dédouane pas, j'essaye d'expliquer. Et pourquoi je fais ça? Parce que depuis Paxton... Pourquoi le faire? Mais je vais vous le dire pourquoi. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, il suffit de me demander et il suffit de me lire, je l'explique. Parce que dans Paxton, que j'ai relu, Paxton a deux ennemis. C'est très intéressant dans son livre. Un, la souveraineté nationale française. Il dit que c'est ridicule que Vichy ait essayé de sauver des lambeaux de souveraineté nationale française. Et deux, l'assimilation. Il explique que si les Français n'étaient pas aussi assimilationnistes, ils n'auraient pas rejeté comme ça les Juifs étrangers. Or, moi, excusez-moi, je suis et pour la souveraineté nationale française et pour l'assimilation. Et il s'avère que depuis la domination de Paxton sur l'histoire, sur les études historiques, comme par hasard, nous avons bazardé et la souveraineté nationale et l'assimilation. Alors, dernière question, vous êtes négationniste? Négationniste? C'est-à-dire que je nie le génocide des Juifs, parce que ce serait ridicule. Non, je dis ça comme ça. Enfin, mais vous niez Jeanne d'Arc, vous niez Napoléon aussi? Je vous pose la question. Mais enfin, c'est grotesque comme question, excusez-moi. Pourquoi? Mais parce que c'est évident que les génocides des Juifs a existé. Mais quel rapport avec ce que j'ai dit? Non, autant répondre à la question. Voilà, je réponds. Bon, très bien, merci. Le suicide français, c'est chez Albin Michel. Albin Michel, Éric Zemmour, vous réagissez. 9h-10h sur RMC, il n'y a aucun problème et l'on débat tous ensemble. Merci.